Alors, euh, on a vu la dernière fois, c'est-à-dire il y a 2 semaines, euh, Ah oui. Regarde, il y en a un autre. Voilà. Donc, chapitre 15, dans Shemot, chapitre Tetvav, Pasuk Aleph, on a vu Az Yashir Moshe Bnei Israël. Az Yashir, c'est un futur. C'est un futur. Rashi donne plusieurs explications. Yashir, c'est-à-dire que Allah Belibam Lashir est monté dans leur cœur la nécessité de chanter et ils ont chanté. D'ailleurs, c'est ça ce qu'on dit. Vayomru les morts. Et ensuite, ils ont dit. Donc, c'est le futur, c'est, dit Rashi, Ad-Shem Amarshava, c'est au nom de la pensée. Deuxième explication, enfin complémentaire, Yashir, c'est ce que les Rachamim nous disent dans le traité Sanhedrin, qu'ils ont chanté et ils chanteront encore dans le monde futur. C'est un remez à Triatametim Minator. Alors, on a développé, je reprends 2 phrases, qu'ils ont vécu un moment grandiose, et la question, comment cette apothéose, ce triomphe, en faire quelque chose qui a une pérennité? Parce que, comme on avait dit, il y a un triomphe, on a gagné la Coupe du Monde, we are the champions, alors on va faire la méga teuf et ça s'arrête là. Donc là, c'est ça ce que le Yashir, c'est-à-dire qu'ils ont senti intérieurement la nécessité de chanter, et ce n'était pas quelque chose de spontané, c'est quelque chose qui est venu d'une volonté intérieure, et c'est ça qui va donner cette pérennité. Et on a vu dans le Pasuk Bet, Ozi vezimratia, vaïli lishua, ze eli ve'anveu, Eloé avi, varomemenu. Ozi vezimratia. Alors, Rachid, il y a plusieurs explications, soit ma puissance, soit des fois euh, Ozi, il y a des substantifs qui prennent un yud à la fin. Que c'est pas ma puissance, c'est Ozi, c'est la puissance. Vezimratia, on a vu aussi Zimra dans le sens de les amers, dans le sens de couper, c'est-à-dire que Dieu a une seconde, je reprends. Une seconde. Oui, Zimratia, c'est-à-dire c'est le fait que Dieu, une seconde, a élagué, voilà, c'est ça exactement, a élagué les Égyptiens. Ce fut donc ma délivrance. Voilà, Zéeli Van Véou. Donc on dit que la servante, même une servante qui était dans la mer Rouge, pouvait désigner Dieu, Zéeli. Voilà mon Dieu, et je l'honorerai. Le Dieu de mon père, je le glorifierai. Alors, Rachid nous dit que c'est pas moi qui étais le premier de cette tradition, mais j'ai reçu en tradition que c'est le Dieu de mes pères. Ça aussi, c'est très important, c'est-à-dire que c'est le fait que je me rattache à une tradition qui va faire qu'il y a une possibilité de pérennité. Même si le père, en l'occurrence là, les pères d'Israël, ce n'est pas forcément des gens religieux, puisque sortaient de la mer Rouge,
Quand ils sortaient Oui, d'Égypte. c'est vrai, mais reprenons Rachi. Ouais. Hein, reprenons Rachi. Eloé Avi, Ouzé, c'est le Dieu de mon père, celui-là. Varom Emenu. Eloé Avi, Loanitrila Kedusha. Je ne suis pas le début de la sainteté. Et l'amour zeket, vomedetli akedusha, velokuto, alay, meme, avotai. Enfin, les pères, c'est souvent les patriarches. Ouais. Hein, c'est-à-dire que je retrouve, moi, ma part dans quelque chose qui a commencé avant moi. Donc là, il y a quelque chose d'important, c'est qu'on peut donner une pérennité à quelque chose dans la mesure où je m'insère à l'intérieur d'une tradition. Tu vois, par exemple, là, moi, je parle souvent comme ça avec des Français, enfin souvent, de temps en temps. C'est impressionnant. Il dit, vous êtes de quelle religion? Ah non, 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 je n'ai J'ai pas trop lu. pas de religion. Puis la Révolution française, c'est la division du clergé. Non, mais vous avez cette expérience? Ah oui, bon, ils se définissent comme athées. Le droit de croire ou de ne pas croire. Non, mais athée, c'est pas seulement athée, ça veut dire pas de tradition, tu vois. Non, athée, je sais pas, nous on l'est peut-être, je veux dire. Noël, quoi. On est peut-être. Comment? Ils font Noël. Noël Ils ont devient le Black, commercial. ils ont le Black Friday aussi. Non, mais à part la blague, vous avez cette expérience? Tu n'as pas de tradition, Pas tous, hein? Il y a les cathos tradis. Non, mais les juifs aussi, tu pourras dire. Non, les juifs aussi. Mais disons, Le terroir, peut-être. Le terroir, souvent. comment? Le terroir, souvent, il y a référence à. Ah, c'est ça, je suis savoyard, voilà. Voilà, Je suis savoyard, voilà. Je suis alors, à la montagne. Je suis breton, je suis savoyard, voilà. Mais ça, c'est important. C'est important. C'est déjà inséré dans quelque chose. Souvent, c'est ça. C'est embêtant de dire ça parce que ça veut dire que c'est comme Abraham, il a bien rompu avec sa tradition, mais il a quand même créé quelque chose de pérenne. Pour avoir quelque chose de pérenne, vous dites, pour avoir quelque chose de pérenne, il faut s'inscrire dans une tradition. Oui, Mais Abraham, il a rompu avec la tradition qu'il a reçue. Et oui, pourtant, il a créé quelque chose de pérenne derrière. oui, Il a remonté quelque chose. oui, il a remonté quelque chose de nouveau, mais pas tout seul. C'est pour ça qu'il fallait 3 patriarches. Il n'a pas fait tout seul. Il l'a pas fait tout seul. Et c'est impossible. Il y a 3 patriarches. On n'est pas comme Muhammad, Ouais. arrive et il a fait dans tout. Voilà, Et même, par exemple, j'étais à un mariage d'une guillorette. Tu sais, monsieur qui? Comme ça, Non. Ouais. Et alors, dans la ketouba d'une guillorette, on met Bat Avram Avinu. Plonite, une telle, fille d'Avram Avinu. Et d'un gars aussi. Voilà, bon. Mais on dit pas, c'est pas écrit Bat Avram. Ah, Non, j'étais, comment dire, choqué positivement, si tu veux. On dit Adinou. Ouais. C'est son père. Par exemple, on a une amie, Guillorette, qui là, elle est malade. Bon, on prie pour elle. Alors on dit que c'est quoi ton nom? Une telle, Bat Sarah Imanou. C'est pas, tu vois, Bat Sarah, tu vois. Bat Sarah Imanou. Elle nous a dit, comme ça, Bat Sarah Imanou. Dans la prière, tu dis Bat Sarah Imanou. C'est chaud quand même, non? C'est, euh, un changement de filiation. Oui, mais c'est une filiation quand même. Ouais. C'est un changement, mais c'est une filiation. Euh, Entre parenthèses, il y a une vingtaine d'années, j'ai lu un livre d'un auteur, je vous dis parce que c'est pour essayer, parce que c'est très très important ce que Rachid nous relève ici dans la Shiratayam.
j'ai lu un livre. Vous connaissez l'auteur qui s'appelle Naipaul? Il a eu le prix Nobel de littérature il y a une vingtaine d'années. Et avant qu'il ait le prix Nobel, j'avais lu un livre qui m'a énormément marqué. La traduction du titre en français, elle n'est pas terrible. Ça s'appelle Jusqu'au bout de la foi. Il a fait un gros livre parce que lui c'est comme ça. C'est un hindou qui est né dans la Guyane anglaise. Dans la Guyane, il y a la Guyane française, Guyane anglaise et Guyane hollandaise. Trois Guyanes. Et il est né en Guyane anglaise. Ensuite, il est allé à Oxford, etc. Donc, c'est un hindou qui est né en Amérique centrale et de culture anglaise, Oxford, machin, les grandes écoles anglaises. Et un point central dans son œuvre, c'est justement ce changement de culture. Comment une culture adopter une culture qui n'est pas sa culture originelle. Parce que lui, ça a été British, very British. British, ouais. Je suis British, mais c'est un hindou, tu vois. Ouais. Et il a écrit un livre parce que sur le sujet que la majorité des pays musulmans ne sont pas arabes. Par exemple, la Malaisie, l'Indonésie, l'Iran, voilà, le Pakistan, c'est pas des Arabes. Donc, ce sont des pays qui ont une certaine culture originelle, mais ce sont des convertis de masse. Et il est allé enquêter, il a écrit un gros livre là-dessus. C'était juste après, c'était dans les années 90, après la guerre Iran-Irak. Et c'est un livre, comment ils ont adopté finalement une culture qui n'est pas leur culture originelle et comment ils s'y sont identifiés. C'est un livre vraiment bouleversant, très très intéressant. Je ne sais pas si on le trouve encore, peut-être sur Amazon, mais je vous conseille, moi j'ai dévoré ce livre. Mais comment, comment on peut construire quelque chose, mais dans la mesure où on a un background derrière, tu vois. On peut construire son individualité, sa perception à soi, mais ici, Rachid nous dit, dans la mesure où la Kedusha et les Mourzeken, Beyadim et Abotai. Alors, entre parenthèses, monsieur, rappelez-moi votre nom. Le judaïsme français et beaucoup des gens juifs, mais qui se sont plus investis dans le judaïsme que leurs parents. Beaucoup, c'est majoritaire. Eh bien, quand tu vas à Golders Green, c'est pas ça. C'est un judaïsme Mourzak, Agdusha Mourzeket, tu vois. Et ça se sent beaucoup. C'est les parents qui sont plus. Non, c'est pas qu'ils sont plus, mais Tradition. si tu veux, c'est pas des balais de chouva. C'est pas des balais de chouva. Et ça change énormément. C'est énorme. Ça donne une ambiance. Parce que nous, quelque part, on est dans nous ici autour de cette table, on est tous de parents juifs. Nos parents étaient juifs, il n'y avait pas de doute, il n'y avait aucun, je sais pas, moi j'ai connu mes quatre grands-parents, ils parlaient yiddish, ils respiraient en yiddish, ils pensaient en yiddish. Moi j'ai pas un problème d'identité, mais par contre, au niveau de ma pratique, de l'étude de la Torah, j'ai pas vu ça dans ma famille. Et, et, et quelque part, je suis pas le seul, hein, évidemment, c'est pour ça que j'en parle. Et quelque part, moi et mon épouse, on tire quelque chose à droite, on apprend à gauche, on fait du. Quoi, on tâtonne, on invente, on... c'est bien d'un côté. Bon, d'un côté,
D'un côté, c'est une richesse. D'un côté, c'est une richesse, voilà. C'est une richesse. Mais d'un autre côté, c'est relou, quoi. Comment? D'un côté, excusez-moi l'expression, c'est ridicule. Non, ça veut dire, c'est quelqu'un qui vient d'une famille qui a des shorashim, il te voit, il est un pecno, quoi. Mais de l'autre côté, il n'y a pas le risque de sclérose. C'est ça, moi, Oui. Bon, d'accord, c'est possible, je sais pas, mais voilà, voilà, c'est dans tout, Sclérosé. dans tout. Mais j'ai pas senti du tout. Non, Ah, mais nous dans les familles de bons Marocains, moi, on a la caricature. Ah non, pas du tout, mon grand-père, il disait pas comme ça, mec. Ouais, mais il y a un côté comme ça et c'est trop bloqué. Chaque famille, elle a son vinaigre. Oui, d'accord, mais du coup, oui, mais ça bloque. Oui, mais il y a un côté où ça bloque. Enfin, bon, mais c'est une déclinaison, c'est différent des pathologies, je ne comprends pas. Ouais, ça peut bloquer. Mais c'est pas la même approche. C'est pas à la Non, non, c'est pas. on fait quand même ce qu'on fait. oui, c'est ethnique, c'est ethnique. Ouais, mais pour le coup, c'est de la... Ouais, par exemple, moi j'ai vécu 7 ans à Créteil. À Créteil, le Marocain, il dit, mais au Maroc, on portait dans la rue, qu'est-ce que c'est ces rabbins qui nous disent qu'on ne doit pas porter? Évidemment, il n'a pas connecté le mec qui avait là-bas, le Mela, il était fermé. Donc il dit, ouais, mais machin, tu vois. Ok, mais ça c'est du ethnique, c'est pas de la tradition. Ils ont fait ça parce que Voilà, ouais. ouais, j'aime bien me reconnecter avec mon grand-père. Voilà. Avec l'explication. Oui, Oui. non, mais des fois oui. Si je parle d'une tradition forte, hein, pas une tradition folklorique, une tradition forte. Voilà. Ok. Ce étant, je relève parce que je pense que c'est très très important. C'est tu te construis toi-même dans la mesure où tu t'insères dans quelque chose. Et ça, on le lit dans la Shiratayam, vous voyez. C'est très important. Verset Gimel. Hachem ish milchama, Hachem shemo. Bon, facile à traduire. Hachem, homme de guerre, Hachem, son nom. Ok, ce étant, regardons Rashi. Alors, pourquoi on fait la Shiratayam? Parce que dans le chapitre 47 du Gvurot Hachem, le Maral va dribbler dans la Shiratayam. Donc, je pense, avant de voir son dribble, essayons déjà de traduire avec Rashi. Hachem ish milchama. Qu'est-ce que ça veut dire ish milchama? Baal milchama. Kemo ish Naomi. Vechol ish veisher metogmen bal vechen vechazakta vaita le ish le gibor. Alors, essayons de traduire. Hachem ish milchama, bal milchama. Que nous dit Rashi Rabotai? Il ne faut pas traduire Hachem est un homme de guerre. Il faut dire Hachem, c'est celui qui maîtrise la guerre. Ah, très bien. Voilà, Chazak. Qui maîtrise la guerre. C'est un sublime de Rashi. Voilà. Je n'avais jamais pensé à ça. Vous saviez, vous? Voilà. Hachem Ishmetra, je n'ai pas compris. Ouais, parce que. Que Dieu est un homme de guerre. Alors, Benjamin, tu vas venir la prochaine fois, là, dans notre club privé. Mais concrètement, ça veut rien dire. Dieu est un homme de guerre. Donc, Rachid nous a dit. Ouais, et moi, à 48 ans, je n'avais jamais vu Rachid. C'est un scandale. Non, ça veut dire homme de guerre. Nous, ce qu'on comprend, Hachem, c'est un homme de guerre. Ça veut dire, ça va plaire à Bibi Netanyahou, quoi. Ouais, Dieu est avec nous. Gott wie tut's, homme de guerre. Non, non. אנחנו נלחם עד הסוף. בעזרת השם. Bezrat Biden aussi. Hein. Alors maintenant, avant qu'il ait une crise cardiaque, maintenant, et Bibi non plus, hein, il a l'air un peu. Il a l'air un peu. Moi, on lui ferait une petite ordonnance à aller prendre 2 semaines de vacances. Hein. Il a l'air un peu. Comment? Il a pacemaker? Il y a 3 semaines. C'est vrai?
Ouais, bah, juste avant Un peu avant- Tout ça, Ishmael Chama. Ish, le Ham. Alors, Eux, tout ils ça. terminent le guerre. Alors, non, alors, Mais regardez, Abraham, donc, vous voyez que, alors, Ishmael Chama, ça veut dire il maîtrise la guerre. Maîtrise. C'est pas, on définit pas Dieu comme étant l'homme de guerre. Non, il maîtrise. Ish, c'est comme on voit, fait Chazakta, Ve'aita, tu seras un homme. Qu'est-ce que c'est? Tu seras un homme, c'est-à-dire quelqu'un qui se domine, qui possède. Voilà. Hachem Shemo, Hachem Shemo, Milchamotav, Lo Beklezaïn, et là Bishmo Onilcham. Kemo Shamar David, Anochi Baelecha Beshem Hashem Tsevaot. Waouh. Ouais, il fait quand même la guerre. Donc, il fait... Oui, mais avec Non, non, alors oui, ça veut dire Rashi nous dit, c'est pas intuitif, hein. C'est pas intuitif du tout, hein, ce que nous dit Rashi. Hachem Ish Milchama, donc il maîtrise la guerre. Hachem Shemo. Hachem, c'est son nom qui fait la guerre. Ce n'est pas par ses armes, mais c'est pas, il n'a pas des armes, mais c'est son nom qui fait la guerre. Comme dit David, à quel moment David dit Vanochi ba elecha beshem Hashem tsevaot? Goliath, avantage. Voilà. Kibiyemo yamecha, veyosifu lecha shenotraim, veyosifu Il lecha. tient avec un nom divin. Voilà. Voilà. Ce texte, il est où? Ce texte Goliath? Goliath, Non, c'est dans Shmuel. Dans Shmuel. Oui, oui, dans Shmuel. Alors, donc il dit, alors essayons de réaliser ce que Rashi nous dit. David, quand il va voir Goliath, je vais vers toi avec le nom de Dieu. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit le matin dans... Mais non, c'est pas tôt, mon ami. C'est pas tôt, c'est pas tôt. Mais non, détends-toi. Et c'est après, quelle andouille sauf ton respect, évidemment. Rasvé Shalom, voilà. Dans l'Amnaser Mizmor de David, Yancha Hashem, Yisak Vecha Hashem Eloke Yaakov. Que t'élèveras le nom. Ça, c'est pas au début, c'est à la fin. Voilà. Voilà. Eux, ils vont avec des chevaux, etc. Voilà. Avec des cavaleries, avec des chevaux. Alors, ok, on dit, nous, on mentionne le nom de Dieu, c'est comme ça qu'on fait la guerre. Mais. C'est la guerre avec son nom, c'est un fait. Non, mais d'accord, on l'a lu, on l'a traduit, on n'a rien compris. Nathanaël, vas-y, sauve-nous. Tu arrives à la guerre, quoi, là-bas, le commando, les douves de Vanim, ils arrivent là-bas à Khan Younes, ils disent le nom de Dieu, et il faut exploser l'hôpital qui est le quartier général de Hamas. De Hamas. On ne dit pas Hamas. Si tu veux passer à la radio, tu ne dis pas Hamas, tu dis Hamas. Ah oui. C'est le terme un peu du milieu. On dit que même le temporal, des fois, il avait des réunions. Vous avez entendu un truc comme ça, non? Je sais pas, moi, je sais pas, j'ai pas vu. Il y a un truc puissant dans l'armée. C'était Goldorak, ça. Il y a un truc puissant dans l'armée. Il y a un truc qui dévaste tout. Ouais, d'accord. Allez, Rémi, sauve-nous, toi, qui es dans la technologie. Sur du moment où c'est le peuple d'Israël qui va à la guerre, quelque part, il emmène avec lui le nom de Dieu. Pas la différence. Donc. C'est le nom de Dieu, c'est par le nom de Dieu qu'il fait la guerre. Alors là, j'avoue. Il paraît que Moshe, il a tué l'Égyptien en prononçant un nom divin. Ouais, non, ça, moi, je comprends ça. Le cri, ouais. C'est le cri qui tue. Là, non, ça va.
sais quand Moïse il a tué l'Égyptien, on a fait ouais, quand le Datan Navir a baisé, est-ce que tu veux nous tuer comme tu as dit, tu dis comme tu parles, tu veux nous tuer comme nous, voilà, comme tu parles. Donc on voit que c'est par la parole qui a tué l'Égyptien, par le nom explicite de Dieu. Mais, il me semble que la première fois, comment, Benjamin? il me semble que la première fois que le nom d'Hachem Sevot il a été prononcé, c'est par Hannah. Elle a dit que Hachem il avait une armée en bas et qu'elle, en voulant avoir des enfants, elle voulait avoir une armée. Hachem il a une armée en haut et elle, en voulant avoir des enfants, elle veut avoir une armée en bas Alors, pour faire la guerre justement en bas, entre guillemets, avec le nom de Dieu, pour avoir quelque chose de matériel, de concret, pour représenter le nom d'Hachem en bas, pas en haut. c'est là le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est comment la présence, la volonté de Dieu se concrétise dans le concret dans ce monde-ci. Voilà, c'est ça. Alors, on peut développer. Nous, on a étudié dans nos moments d'études de Gemara approfondie, on a étudié ce passage que Vaya Machanecha Kadosh, ton camp sera Kadosh, car Hachem Elokera mitaler betor machanecha, car l'Éternel, ton Dieu, se promène au sein de ton camp. C'est-à-dire que si nous, on fait la volonté de Dieu, alors il y a la Shekhinah qui se concrétise dans ce monde-ci. C'est ça qui fait gagner la guerre. C'est ça qui fait gagner la guerre. Donc, Hachem Shemo, c'est le nom de Dieu. C'est quoi? Je reprends ce que tu dis, Benjamin. C'est nous, enfants d'Israël. Si on fait la volonté de Dieu, quelque part, c'est le nom de Dieu qui est ici sur terre. C'est ça. D'ailleurs, on a vu moult fois que la mer Rouge s'est ouverte par le mérite, par exemple, de Yosef ou le mérite d'Abraham Avinu, par un mérite de personnes qui ont concrétisé dans ce monde-ci la volonté de Dieu. Peut-être c'est ça, Hachem Shemo, que Hachem fait la guerre par son nom. Son nom, je reprends ce que tu dis, c'est comment se concrétise ici, dans la réalité de ce monde-ci, la volonté de Dieu. On peut dire ça. Ok. Mais c'est pas évident. Hein, mais ça, une fois qu'on a... Merci. Maintenant qu'on a un peu remué, ça va bien. Rashi va donner une autre explication. Hachem ish milchama Hachem shemo. D'abord, autre explication. Hachem shemo. Af besha shu nilcham venokem e oivav. Ochezu bemidato lerachem al berua velazon et kol bae olam. ולא כמידה מלכי אדמה כשהוא עושה במלחמה, פונה עצמו מכל עסקיו ואין בו כוח לעשות זו וזו. Oh, il est puissant. Oh là 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 là. Ashrenu matov chelkenu. Alors, je traduis. Hachem Ilchama, Hachem Shmo. Ça veut dire que Hachem, comme on vient de dire, il domine la guerre, mais il n'en est pas moins Hachem. C'est quoi? C'est Midat HaRachamim, qu'en même temps il fait la guerre, il continue à être Merachem sur ses créatures en donnant ce qu'il faut à toutes les créatures, même au moment où il fait la guerre, et qu'il se venge de tous ses ennemis, et il leur fout la treicha, là, bon, je vous laisse, d'accord? Ouais, il leur fout la tannée. Eh bien, il est Hachem. Il n'en perd pas moins que Zan et Kol Olam Kulo Beturo Bechen Bechen Sedou Rachamim Onot Enechem Lechol Vasa Kilolam Chasdo. Donc, l'homme Chasdo. Donc, il est encore dans Midat HaRachamim, Midat HaChesed. Il n'en perd pas moins. Ça,
son attitude d'attention et de générosité par rapport à ses créatures. C'est Même en temps absolu. de guerre, même en temps de guerre. Mais, Même en temps de guerre, il y a de la rachmaninut. alors, pas forcément par rapport aux ennemis, mais par rapport, par rapport à ces créatures. Je traduis Rachid dans les Je mots. pense qu'ils font la guerre pour lui, par exemple. Oui, mais même les Ouistiti, ils ont des graines à manger. Les chats, les rats, les petits lapins. N'oublie pas les Et les Ouistiti et les petits lapins, ils ont des carottes. Voilà. Hachem Shemo, Abesha Shunilcham Velokam, même au moment où il fait la guerre et il se venge de ses ennemis, au Rezu Bemidato, il garde sa dimension, les Rachem al-Berouav, d'avoir de la Rachmanout pour ses créatures, la Zun et Kol Be'olam, et de nourrir tous les êtres du monde, pas comme les rois de la terre qui, quand ils sont investis dans la guerre, ils se désinvestissent de tout le reste, ils n'ont pas la force de faire et ça et ça. Ça, c'est Hatsoun. Oui, il est multitâche, quoi. C'est-à-dire, en même temps, il gère la guerre. Non, mais même. À la gagner, en même temps, il a la rachmaninut. Et c'est plus que multitâche. Multimida. Oui. Parce que, quand, si tu veux, des midotes contradictoires. Parce que quand, là, Osei, tout à l'heure, j'ai fait une étude qu'on a faite, j'ai fait ces derniers temps plusieurs fois, sur est-ce que est-ce que la guerre peut avoir un sens en termes de Torah. J'ai posé la question à l'Afrique, par exemple, lorsque un soldat en Israël, il a son premier fusil, est-ce qu'il fait Sherianou? C'est bon. Ah oui, je l'ai écouté. Le cours, Oui, mais bon, je l'ai fait là, aux EI. Ah, mais tu vois, par exemple, c'était un bel époque. mais alors, mais surtout en Israël, quand un soldat, ils font une fête quand il a son fusil. Oui, mais française aussi, il y a une cérémonie. Il y a une cérémonie et une fête. C'est une fête. Or, non, mais tout ça pour dire. Non, mais tout ça pour dire. Alors, j'en ai discuté avec les petits jeunes là, qui avaient 18 ans, 19 ans, c'était formidable. Il y a une fille, elle a dit, mais c'est fait pour tuer. C'est horrible. Non. Mais d'un côté, si tu sauves ton peuple, tu fais une mitzvah. Mais tu fais une mitzvah. Mais c'est un mitzvah de tuer. Tuer n'est que le moyen pour sauver. Tu ne peux pas une mitzvah si tu construis la suite. Rambam, il dit à la fin du 7e. Rambam, il dit à la fin du 7e chapitre d'Alachot Melachim ou Milchamotehem, il rapporte un pasouk Arour Monea Harbo Medam. Que soit maudit celui qui s'empêche son épée du sang. Regardez ce pasouk. Arour Monea Harbo Medam. Donc ça veut dire tuer peut être une avodat Hashem. Mais, et c'est terrible. C'est terrible. Mais donc, si tu veux, quand on dit bien, et d'ailleurs, tout à l'heure, on en a parlé, David, il a tellement tué que le prophète lui a dit que tu ne construiras pas le Beth Amikdash. Parce que même si tu fais une grande mitzvah quand tu le fais. Mais David, il y avait beaucoup de Milchemet Reshut. C'est vrai. Oui, mais Milchemet Reshut, il faut savoir qu'est-ce que c'est. C'est voté par le Sanhedrin. C'est pas Milchemet Reshut, c'est pas comme ça. Mais Rambam, c'est dans Milchemet Mitzvah qui parle. Dans Milchemet Mitzvah. Ouais. Dans Milchemet Mitzvah. Il parle dans Milchemet Mitzvah. Dans Milchemet Mitzvah. Oui. Tu as tout à fait raison. Mais tu as raison. Mais d'accord, mais vous voyez par exemple là, la guerre là, à Gaza, elle s'intensifie là, depuis quelques jours. Ah oui, oui. C'est une guerre totale. Oui, jusque-là, c'était une guerre. Maintenant, c'est une guerre totale. Mais c'est terrible.
C'est, 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 et ce que tu dois faire, c'est tuer l'ennemi. C'est ça ce que tu dois faire. Donc il y a quelque chose. Donc ici, quand Rachid nous dit qu'il fait la guerre et en même temps il est Hachem, c'est Midat Arachamim, c'est au-delà de ce que l'humain peut faire. l'humain ne peut pas. L'humain ne peut pas. L'humain peut pas. Oui. Tu ne peux pas être investi. Oui. Tu ne peux pas être investi euh, dans une activité tellement particulière qui met en mouvement des éléments dans l'âme humaine tellement spécifiques. Et à côté de ça, moi j'ai vécu quelque chose qui a strictement rien à voir. Moi je me souviens, vous pouvez me dire ce que je vais dire, ça n'a rien à voir, mais moi je ressens que oui. Il y a X années, j'avais ma sœur unique qui était mourante. Elle avait un cancer généralisé. J'étais allé la voir, c'était loin de Paris, j'étais allé la voir et je me souviens, j'étais revenu à Paris pour Shmini Atzeret, c'était Chol Hamoed. J'étais revenu pour Shmini Atzeret et Simchat Torah. Je me souviens, mes enfants, ils étaient encore en bas âge à l'époque, je les supportais pas. Je supportais pas. 15, quand il y avait Père avait tous les deux, c'est ça? Donc, Ouais, Père, là qui va, machin. Je connais même les dates de naissance. Et Père là qui va. Je peux pas la biographie, c'est pas long. Le matos. Non, mais je supportais pas je supportais pas les mots. Ça veut dire, je pouvais pas contenir à la fois la mort de ma sœur, l'agonie de ma sœur, et les rigolades de mes enfants, tu vois. Je pouvais pas. Je pouvais pas. Je peux pas contenir. Tu peux pas. C'est des choses antagoniques. Il y a quelqu'un qui était proche, qui est en train de mourir, et les gosses qui font les cons, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Mais je peux pas. Peut-être quelqu'un le peut, moi je peux pas. Et ben là, Hachem, il peut faire des choses complètement antagoniques. À la fois Hachem Shemo, c'est puissant cette explication. C'est extraordinaire. Continuons. C'est bon, Benjamin? Très bien. Marquez votre paro, Vecheilo, Yara Bayam, au Mivrav Sheishab Toubou Benyamso. Alors, la marque vote, c'est quoi? C'est les. Merkava, c'est notre char. Non, mais, ouais, non, mais les chars israéliens. Oui, mais c'est Merkava, c'est notre char. Markava 4. Les chevaux, non, mais comme ouais. Ouais. Ah. Alors, les chars. C'est les chars, c'est comme une baignure avec des chevaux. Oui, mais ça peut être aussi la cavalerie. Comment c'est traduit là dans la traduction? La cavalerie, comment? C'est traduit char, moi, je vois. Les chars. C'est les cavaliers. Ah, voilà, Recheb. Ouais, c'est la même racine quelque part. C'est la même racine. Ah, très bien, Azak. Office. Voilà. Un peu d'officialité. Rousse? Ah, oui. J'ai pas de nouvelles. Des permissions quand même. Oui, ils ont eu des permissions ce Shabbat dernier. Alors, 15. Les chars. Les chars. Ok, alors on va rester là-dessus. Les chars de Pharaon, Vecheilo et son armée, il a jeté dans la mer. Alors, Yara, c'est pas un futur, hein. C'est Yaro. La racine du verbe, c'est Yud Resh E. C'est pas un futur. Il a jeté. Yara, il a jeté. Dans la mer. Au Mivrar Shalishav. Et
les meilleurs Shalisha, Vosisdos, Shalisha Valkulo, hein. Ah, d'accord. Et l'élite, les meilleurs de ces officiers, Toubou, Yamsouf, se sont noyés dans le Yamsouf. Ok. Mais vu, là, ici c'est Riyava et là-bas c'est Rama. Donc, ils sont Sous Vechorvo, Rama, il a levé. Pourquoi? Parce qu'il descendait, remontait, redescendait, remontait. Mais là-bas, c'est le Chorvo de Pharaon. Hein? Non? 12 verront. D'accord, mais de qui? Parce que là maintenant, il a jeté dans la mer. Alors, Rashi. Yara Bayam, il dit, va voir la traduction en araméen, Shadé Beyama, il a jeté dans la mer. Shadé, hein, en araméen, c'est jeté, comme chacun sait. La Shon Iria, langage de jeter. Vérénomer, O Yaro, Yehare. Voilà, c'est dans ce qu'on dit. Non, c'est pas dans les c'est Libéraux. O Yahare, c'est ce qu'on dit dans la Kriyata Torah les jours de jeûne. On a dit ça, celui qui s'approche du Har Sinai, Yaro Yehare. Voilà. On lui jettera des pierres. O ishtad ta ishtare. La traduction en araméen de Yaro Yehare, ishtada ishtade. Vatav mishtamesh belu bemakom itpael. Oui, que Yaro Yehare, le tav dans la traduction de Yaro Yehare, c'est dans le sens de réfléchi. Non, mais dans Ishtada, Ishtade. Ishtada. Ou Mivrar, c'est pas un qualificatif rachidi, Shem Davar, c'est un substantif. Comme Merkav, Mishkav, Mikra et Kodesh. Mivrar, c'est l'élite, c'est pas un qualificatif. Bon. Tavu, en tevia, ela bemakom tit. Kemo, tavati beyaven metsula. Ah. Tavo litvoa, ça veut pas dire se noyer, mais s'enfoncer. S'enfoncer. Mivrar shalishav tubu beyamsouf, c'est-à-dire se sont enfoncés dans la boue. En tevia, et là, bemakomti. Tevia, c'est dans la boue. Kemo tavati biven metsula, je me suis enfoncé dans la boue des abysses, dit le roi David. Va idba irmia betit. Melamed shenase ayam tit ligmol laem kemidatam shavdu Israël berchema obelevanim. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Mifra Shamien tubu beyam souf, ça veut dire s'enfoncer. Comment ils traduisent tubu beyam souf? Se sont noyés. Se sont noyés. D'accord, mais Rachid nous dit l'idvoa, c'est s'enfoncer. Pourquoi? Parce que la mer est devenue un océan de boue pour leur rendre mesure pour mesure où ils ont enfoncé les enfants d'Israël dans le travail des briques qui étaient intolérables dans la boue. Voilà. Shavdu Israël, Bachema ou Belfenim. Charlton Heston, c'est un poussement dans la mer, c'est pas bon. En fait, c'est devenu une sorte de bouillon épais, quoi. Ils se sont enfoncés dedans. Voilà, tout. C'est un peu en lien avec ce qu'on disait quand on disait qu'ils sont passés de la Yabasha. C'est-à-dire, on a dit que c'est l'ouverture de la mer, et qu'ils sont passés comme s'il n'y avait pas la mer. Comme s'il n'y avait pas de mer du tout. Alors que là, on dit quand ils sont passés, c'était redevenu un peu la mer, c'était la boue. Ou même plus que de la mer, en fait, c'est devenu un mélange. Ouais. J'ai pas compris ce que Non. tu dis.
Quand on dit. On a dit. Bayabasha. Oui, Bayabasha. Yabesh, c'est dur. C'est dur. Donc on dit voilà, la mer s'est ouverte et ils sont passés comme si la mer n'était pas là sur un terrain sec. C'est ce qu'on a dit. Voilà. Et là, on dit que finalement, quand l'élite est arrivée, elle était au même endroit. Bah, le sol, c'était déjà plus Yabacha, c'était déjà plus de la terre sèche, c'est redevenu de la boue. Ah, d'accord, il y a une transformation, parce Voilà. que tu mets l'eau dessus sur la terre sèche, non, ça ne vient pas de la boue tout de suite. On a l'impression que ça s'est transformé en boue. Voilà. Ça s'est transformé en boue. Voilà. Parce que tu mets sur la terre sèche de l'eau, ça ne s'imprègne pas tout de suite, ça prend du temps. Voilà. Mais là, ça devient un mélange. Voilà. Continuons. Temot yerasumu yardu bimsolot kemo aven. Alors là, on va rigoler. Yerasumu, j'avoue, je le dis tous les jours, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Ah, oui, c'est recouvrir. Le théum, l'abîme, les a recouverts. Maintenant, yerasu, c'est quoi yumu, le yumu à la fin? Yerasum, yerasumu. Hein? Kemo yechasum. Voilà. Rachidi, ça devrait être yechasum. C'est quoi yechasumu? Ayud à Emsaït yeterabo. Le yud du milieu est en trop. Federer mikraot bekar. Kemo o bekar erav sera irbeyun. Irbeyun medeshen betecha vayud rishona shemasha lashon atid. Vechen pirshu tavu bayom beyom souf. Comment beyom souf? On a tous la même édition. Ouais, je regarde. Beyamsou. Ok, donc vous voyez, même une édition classique comme ça, il y a des erreurs de typo. Hein. On va leur envoyer un mail, n'est-ce pas? Ok. Alors, encore une fois, on voit Irbeyoun, etc. Iravayoun, Medeshen, etc. Vayoud, Rishona. Alors, les chassot, pourquoi il y a un Yud? Le premier Yud, en vérité, c'est un futur. C'est un futur. Car Pirshu Tavu Beyam Souf. Donc, ils se sont enfoncés dans Yamsouf. Kédé chez Yarzeroua Maïm Vechasu Otam pour que l'eau les recouvre. Donc, ils sont enfoncés dans la mer et Yerasumu, donc il essaie, Rashi, de trouver le lien entre le passé du verset précédent et le futur du verset suivant pour nous dire que c'est la suite. Ils se sont enfoncés, jetés dans la mer pour que l'eau les recouvre. Irasumu, endome et irasumu, endome lo bemikra, benekudato. Alors, il dit au niveau des voyelles, on ne trouve pas d'autres exemples. Vedarko liyod benekudato irasiu. Avec un Mais melaphone. Alors, melaphone, dans Rashi, nous, on a shuruk ou le kubutz. Hein? Je pense que c'est ce qu'on appelle shuruk, lui, il appelle melaphone. Le vav avec le point. Le vav avec le point. Non, c'est le problème, je crois. Ici, ils ont marqué des ratiomo. Ratiomo. Les rasiumu. Ils ont marqué ici mot. Non. Ah, très bien. Oui, très bien. En vérité, c'est rasumo.
c'est l'eau l'a recouvert lui, l'armée. L'armée l'armée de Pharaon, etc., l'a recouvert. Pourquoi il y a il appelle Melaphone, hein, oui, pourquoi il y a un chourouk à la fin? Ça devrait être un cholam, tu comprends? Est-ce que tu vois le truc? C'est hyper simple. Le chourouk à la fin, donc le vav avec le point, n'est pas grammatical. C'est vrai. Te homot mo. Ça devrait être mo, qui est le signe du complément d'objet. Complément d'objet. Mo. Mais le mou n'a pas de sens. Il dit, bon, c'est une anomalie du verset. C'est le point qui est. Il a glissé, il s'est enfoncé. Il a migré. Voilà. Alors, Yardou, comment? C'est pas un pluriel qu'on veut dire, non? C'est pas un pluriel du coup, là. Non, c'est pas un pluriel, c'est pas un pluriel. Si ça avait été un pluriel, Yerasumum, Yerasumam, Yerasumam, Mam, Yerasumam, Yerasumam. Rachid ne comprend pas trop ce Yerasumum. Bon, il dit c'est une anomalie, peut-être dans un sens poétique. Hein, il ne faut pas oublier que ça s'appelle en français une licence poétique. Yes. Alors, continuons. Yardou bimsolot. C'est quoi le mot metsolot? On a dit ça dans Marchour. Bien. Ouais. Comment? Les profondeurs. Et la racine du mot metsolot? Comment? C'est facile. C'est celle. Parce que la profondeur de la mer est sombre dans les profondeurs de la mer. Hein, dans l'obscurité de la mer, en français, c'est les abysses. Les abysses. Voilà, les abysses. Hein, dans la profondeur noire de la mer. C'est ça, Metsulot. Kémo est comme une pierre. Alors, Rachid va relever qu'on va voir qu'Opheret aussi Kakash. Alors, c'est la pierre, c'est Opheret, c'est du plomb, ou c'est de la paille. Alors, regardons Rachid. Kémo Even. Au Bemakom Acher, on va voir dans la suite, ça le loup Opheret. Et Bemakom Acher, plus loin, on va dire Yochlemo Kakash. Alors, on ne comprend pas. Soit c'est une pierre, soit c'est du plomb, soit c'est de la paille. Alors, Aroshaim Kekash, Olchim Vemeturafim Olim Veyordim. C'est-à-dire, il y a plusieurs madrégotes, plusieurs niveaux dans les Égyptiens. Les impies, c'est comme la paille, donc ils tourbillonnent dans la mer. Ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Voilà. Les Égyptiens, madriga moyenne, comme une pierre. Et Aksherim Koferet chez Nahumiyad. Par contre, les bons Égyptiens, les cachers, ils ont moins souffert. C'est comme du plomb tout de suite au fond. Il se noie tout de suite. Et voilà. Mais alors c'est l'inverse de ce que j'ai appris avec la sota, que si elle a du mérite, elle va souffrir plus. Le fameux texte sur les souffrances. Mais là, c'est peut-être différent. Parce que bon. Là, c'est des rechaïm avec différents degrés. Non, mais attends, il dit Aksherim. Il y avait des Égyptiens plus cachers que d'autres. Attends. Non, c'est autre chose, c'est autre chose. Attends. Les kshérim, ne les noie pas s'ils sont cachers, en douche. Sauve-les, voilà. Oui, mais il faut faire preuve de retenue en plus. Cachers, pourquoi ils vont faire? Non, ils sont moins pas cachers que les autres. Eh bien, c'est pas ce qu'il dit. Les kshérim. Eh bien, quand le malach Mavet, il a licence de tuer, il tue du temps. C'est pas le malach. Pas le malach. Hacham a décidé, allez, tout le monde dans le grand bain. Il a Racha, il dit Shreno. Non, alors, une seconde. On apprend ici des choses importantes. On apprend des choses importantes de là.
D'ailleurs, une seconde, regardons le début de Parashat Béchalach. Regardez dans chapitre Yudalet, Pasuk Zayin. Alors, Vayesor et Rirbo, Vetamo la Karimo. Vaikar Shesh Meot Rechev Bachur, Vekol Rerem Mitzraim, Veshalishim Alkulo. Bon, en vérité, il y a Merkava, c'est un char, Rechev, c'est Shesh Meot Rechev, comment c'est traduit dans Artskolovitch? Meilleur. 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Ok. Rechev, il traduit aussi les chars. Ok, bien. Alors, il prit 600 chars d'élite ainsi que tous les chars d'Égypte. Et Shalishim Alkulo. Et des officiers sur le tout. D'accord? Bien. Regardons Rashi. Kol Rerem Mitzraim. Tous les chars d'Égypte. Vimaem, Kol Char Arechem. Avec tous les autres chars. Umechad Ayu Abehemot Alalou. D'où les Égyptiens avaient-ils tu vois, Jonathan? Mechad Ayu Abehemot Alalou. D'où les Égyptiens avaient-ils ces chevaux? Vim Thomas Meshel Mitzraim. Si tu dis des Égyptiens, Varenema, Vayamot, Kol Mikne Mitzraim, tous les troupeaux des Égyptiens sont morts par les Makot. Vim Thomas Meshel Israël. Et si tu dis c'est des troupeaux d'Israël, Valonema, Gam Miknenu Yalerimanu. Nous prendrons nos troupeaux. Donc, les enfants d'Israël sont partis avec leurs troupeaux. Michel Miayou, de qui étaient ces chevaux? Réponse, que quand il va y avoir la grêle, je crois, hein, oui. Alors, il a dit, attention, il va y avoir la grêle. Et c'est écrit que celui qui craignait la parole de Dieu a rentré ses animaux dans les étables et dans les écuries. C'est ceux qui craignaient Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a des commentateurs qui disent que la majorité des Égyptiens, ils étaient, la grêle, c'est la grêle, excusez-moi, je n'ai pas l'esprit précis. Avant, non, c'est pas avant, non. Parce qu'ils ont rentré leurs animaux. Une seconde. Je suis désolé, je n'ai pas l'esprit. Voilà. Des vers. Seconde. J'ai trouvé. Oui. Chapitre 7, Pasuk 4. Vayare Devar Hashem et Avde Paro Inis et Avada avec Néo et la bête. Page 146. 4. Les Égyptiens craignaient Hachem, ils montraient leurs animaux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va y avoir là? C'est quel? C'est Barad. C'est Barad. C'est Barad. Donc c'est la grêle, d'accord? C'est Barad, c'est la grêle. Donc on voit qu'après plein de plaies, c'est ceux qui ont eu peur de qui a yaré de Hashem, ini cette et mikneu, ont protégé leurs troupeaux. Ça veut dire que la majorité des Égyptiens
bien qu'il y a eu toutes ces plaies, ça ne les concerne pas. Ils ne se sentent pas concernés. Non, ils ont dit, c'est le dérèglement. Voilà, et pourtant, j'ai mis ma Des bouteille en boîtes de plastique. vélo. J'ai mis la bouteille en plastique dans le truc jaune, tu vois. Pourtant. OK. Alors, Ouais, ils disent que c'est un dérèglement et ils disent, bon, c'est la fatalité. ils n'ont pas connecté avec eux. Ils n'ont Ils pas disent pas connecté. qu'il y a une cause métaphysique. Voilà. Ils n'ont pas connecté. Pas connecté. Non, s'ils avaient dit c'est un dérèglement. Et ils n'ont pas connecté. Ouais. Par contre, il y en a, ils ont intériorisé ce qui se passe, une élite des Égyptiens. Donc, c'est de l'élite des Égyptiens qui ont compris qu'il y avait Dvar Hashem. Alors, regardez la suite de Rashi. La suite de Rashi. Meshen miayu, me'ayarid vadash, mikan aya Rabbi Shimon Omer. De là, Rabbi Shimon dit, et Tosfot le rapporte d'Afkav Zayin Amoudbed, Ambassadeur Vodazara, Kacher shebe Mitzrim arog, tov shebe nechashim ratzot setmoro. Le meilleur des Égyptiens, tue-le. Alors, Rashi, Tosfot le rapporte, Beshat Milchama. Alors, une seconde, doucement, doucement. Une seconde. Non, mais attends. Non, mais excusez-moi l'expression, l'heure est grave. Il faut bien entendre ce dont on parle. Le meilleur des Égyptiens, dans Beshat Milchama, Tosfot dit, Kavzaïn Amoudben, dans Masalat Avodazara, je vais vous le lire, que Beshat Milchama, le meilleur, tu ne peux pas avoir confiance en lui. Pourquoi? Alors, Ouais. Donc, Béchad Milchama, surtout. Béchad Milchama. Tu peux passer Masechet Avodazara derrière toi? ça veut dire que le mot cacher est relatif. Comment? Oui, c'est comme ça que j'avais compris. Emmanuel l'a dit tout à l'heure. Quand on dit Kérim, c'est Kérim par rapport au Mitzrayim, mais en vrai, c'est un rachat. Non, je le comprends comme ça. Alors pourquoi ils disent cacher? Non, Oui, il n'a pas dit au moins un rachat. Ça, le point. Je dis Kacha, mais pas du point de vue juif, quoi. Non. Ah, c'est ça. De leur point de vue, c'est mieux. Il est mieux, mais voilà. non, c'est Kava Vamoudbet. Alors je vous le lis. Parce que un prêtre de l'idolâtrie, si tu peux le zigouiller, tu le zigouilles. Mais un idolâtre, Christian idolâtre, ouais, Christian idolâtre, on dit, on lui fait ni du bien ni du mal. Voilà, on ne tue pas. Alors Tosfot pose la question, Pim Tomar, mais on dit Kacher chez Beknani Maroc, le meilleur des Cananéens, tue. יש לומר דבירושלמי מפרש, דהיינו בשעת מלחמה. ומביא ראיה ובעיקר 600 רכב בחוף. ומהיכן היו? מהירא דבר השם. ואף על פי שסתם כלים עובדי קורבים ומזלות הם, ועוברים על 7 מצוות, מכל מקום אין מורידים. דרבינו בקרא להתרה, דכתיב והיה לך למס ועבדוך. Ça veut dire que un idolâtre stable, bon, il est idolâtre. Voilà. Un prêtre d'idolâtrie, c'est autre chose. Un fanatique d'idolâtrie, c'est autre chose. Mais Béchad Milchama, le Yerushalmi dit, tu ne peux pas avoir confiance. Même si c'est quelqu'un, tu pourrais essayer ton voisin, il est bien, tu vois. Il t'a rendu service, vous envoyez des cartes postales pendant les vacances, etc. Comment? Il fait guili-guili aux enfants. Et, à chaque naissance, un petit cadeau. Voilà. Shad Milchama. Alors, il faut analyser, parce que tout le monde se pose la question. Tout le monde se pose la question, ou devrait se poser la question, mais moi je me pose la question. Quand on dit, oui, les civils, quand on dit les civils, qu'est-ce que vous dites? Benjamin, qu'est-ce que tu dis?
Comment? On change d'avis tout le temps, en fait. Parce que, je sais pas, d'un côté, on défend des codes. Non, je parle dans le contexte actuel, hein, pas dans le contexte actuel. Le contexte actuel, on est effrayé par Mais je parle halakhiquement. Hein. je sais pas, à l'Afrique, tu vois. Alors, oui, on est dans un bétaminage, c'est remarqué. Oui, non, mais non, c'est vraiment pas très. Oui, c'est le sujet. On n'est pas censé les exterminer. Là, dans le Non, mais cas- on ne parle pas d'extermination ici. C'est seulement. C'est comment ils s'appellent les députés. Les députés, la française, ils sont extraordinaires. Attends, ils sont mignons ceux-là. Ils sont des pros, hein. Franchement. Bompard, là? Attends, Bompard. Attends. là. Non, je crois que je vais l'inviter au gala, quoi. Il est trop bon. Non, mais les mecs, c'est des stars, quoi. Mais comment ils font? Mais je sais pas, moi. Comment ils font? Ok, il y a une nana, comment elle s'appelle? Panot. Ouais, attends, comment ils font? Mais il faudrait les foutre à la porte de l'Assemblée nationale. Non, mais c'est pas possible. Ils sont en train, je crois qu'ils C'est sont des en train de- clowns. C'est des clowns. C'est franchement. Mais... Je pense avoir une base électorale. Moi, je crois qu'ils ne croient pas en nous. Oui, mais c'est pas possible. Il y en a un. On a découvert récemment qu'en fait, ce qu'il a appris, c'est chez Alain Soral. Euh, il y a un article sur lui. En fait, sa conception israélo-palestinienne, c'est sur le site d'Alain Soral. David Guiraud, Je connais pas. il a dit des trucs horribles. Il a été en Tunisie avec des trucs et il a dit des trucs. Je ne sais plus quoi, mais il allait très loin. Il faut voir. Ah, ils sont balèzes, hein. Mathilde Panot, c'est ça? Comment? Mathilde Panot, elle est. Non, Bompard, machin, ils sont. Franchement, c'est des stars. Mais le mieux, c'est la vice-présidente du groupe d'études sur l'antisémitisme, qui s'appelle Soudré, et qui débute. Est-ce que dans la Torah, il y a des guerres qui sont pas dictées par Hachem, en fait? En fait, Ah quand bah c'est oui, dicté- il y en a plein. mais ces guerres-là, comment c'est défini justement? C'est pas, enfin, même, j'ai l'impression que même dans la Torah, ces guerres-là, on ne sait pas trop définir de limites, de frontières en vérité, parce que c'est la montée de l'homme quand il va à la guerre, on ne sait pas trop dire où est la limite. Enfin, c'est difficile de définir une limite en fait. Alors, disons que ça soit une guerre de mitzvah. Hein, disons. Maintenant, cette histoire d'exterminer le Hamas, ça me paraît un peu bizarre parce que moi, je dirais, le Yetzer Hara, tu peux jamais l'enlever. Ça veut dire, tu as des forces de Touma là. Je vais enlever toutes les forces de Touma. Ça veut dire, c'est un peu fantasmatique. Mais bon, disons qu'il y a un gros problème. On est convaincu, pas besoin de rentrer dans les détails. D'accord. Moi, je veux poser seulement le problème à la RIC. Disons que ce soit une guerre de mitzvah. OK? Disons une guerre défensive qu'il faut continuer et enlever tous ces attirails, tous ces tunnels, les mettre à bas, qu'ils aient plus d'argent et qu'ils trouvent une autre solution politique, à voir laquelle, pour toutes ces populations. D'accord, ok, disons. Disons que ça soit clair, ce qui n'est pas forcément clair, mais disons que ça soit clair. Bien. Maintenant, il y a 50 soldats ennemis qui sont à l'intérieur d'un hôpital où tu as 3000 malades. D'accord? Est-ce légitime de faire sauter l'hôpital? Comment? Avec les 3000 malades, anarchiquement. C'est les non-combattants. C'est Comment? Moi, j'aurais tendance à dire que oui. Non, mais eux, ils font rien. Ils sont dans. Ils ont fait un tunnel sous comment dire,
sous une garderie, ouais, et tu as 50 metapelettes qui sont en train de s'occuper des bébés. Est-ce qu'on peut faire sauter la garderie? Voilà. Comment? À quel titre? À quel titre? Au titre de Rabbi Shimon, d'accord, on va à la guerre. Comment? Est-ce que ce titre de Rabbi Shimon, parce que il y a un danger clair. Alors, Il y a des juifs aussi, là, aussi. alors, il me semble, étant donné que c'est vrai que depuis quelques jours, il les empêche de partir de cet endroit, mais finalement, c'est eux qui ont mis ces gouvernants, c'est eux qui ont mis ces gouvernants, donc quelque part, ils sont... C'est pas les enfants qui vont. Non, c'est pas les enfants, mais ils sont complices. Ils sont complices. Là, on voit que quelqu'un, c'était des Égyptiens qui étaient des bons Égyptiens. Eh bien, à la dernière minute, ils ont tourné Kazakh pour être avec leurs frères. Finalement, pour être avec Pharaon. Donc, c'est en vitesse de croisière. Quand il n'y a pas, par exemple, au niveau humain, la guerre, il y a des conventions. Quand on dit Avemit Palel, Beshloma Shel Malchut, prie pour qu'il y ait la paix dans le pays où tu es. Parce que quand il n'y a pas la paix, tous les leviers humains sautent. La gentillesse, la cordialité, etc., qui est normale chez tout le monde. Eh bien, ça saute. Et qu'on est dans des situations de survie, tu as les instincts qui ressortent. L'instinct, tu as l'instinct de clanique, de ton clan. Prenons par exemple, quand la Yougoslavie, au début des années 90, a explosé, il y a eu une guerre civile terrible. Les Serbes, les Croates, les Bosniaques, et tant que les voisins, je te les égorge. Mais ils ont vécu des dizaines d'années. Salut, comment vous allez? Bonne fête. Et c'était un pays sympathique, etc. Les boulons sautent. Les boulons sautent. Je t'égorge le voisin. On vous dit, il m'allait Mora. S'il n'y avait pas la Mora de la Malchoute, Ishetreu Chaim Baléou. Les Chachamim m'expliquent. Posisdos. Oui. Les Chachamim m'expliquent. Chaim Baléou, pourquoi il l'avale vivant? Parce qu'il ne se rend même pas compte qu'il est en train de tuer. Tuer, c'est une action. Tu ne fais même pas une action, tu l'avales vivant. Tu l'avales. Tu ne te rends même pas compte. Donc la personne qui est, quand les boulons explosent, quand il y a la guerre, eh bien, eh bien là, tu vois, un Égyptien d'exception, il était avec Pharaon. Il était avec Pharaon contre les Hébreux. Donc c'est un danger. Donc apparemment, cette notion de civil ou de combattant n'est pas... Bon, il y a des lois internationales, etc., qui sont des lois internationales qui sont, comment dire, très largement hypocrites, qui ont... mais c'est un grand sujet. C'est un très grand sujet. Si vous voulez, le grand sujet, ça c'est l'étude que j'ai faite tout à l'heure avec les éclaireurs israélites, c'est qu'on est imprégné par la culture chrétienne. On est dégoulinant de la culture chrétienne, et j'ajoute, si je peux me permettre, c'est que l'État d'Israël a été construit par des juifs non pieux qui sont pétris de valeurs. Le terme valeur, c'est une notion hellénisée, c'est une notion grecque. Là, il y a eu Hanouka, c'est les valeurs. Quand on dit les Grecs, c'est l'obscurité. En vérité, ils amènent une obscurité parce qu'ils nous rendent aveugles par rapport à analyser les situations. Et cette notion-là de civil, pas civil, ça ne veut pas dire que c'est bien, que ça soit sympathique, etc. Mais c'est
Comment? Si on dit ça, ça veut dire qu'il faut les éradiquer. Mais c'est plus loin. Oui, mais c'est plus loin ce que vous me dites. C'est pas la même chose de tuer tout le monde et de dire. Attends, regardez, attends, une seconde. Attends, excusez-moi. Ce que je vais dire, c'est pas rigolo et j'ai peur de ce que je dis. J'ai peur. Non, j'ai peur. Mais la Seconde Guerre mondiale s'est arrêtée par les bombardements terribles qu'il y a eu à Dresde. Je sais pas, il y a eu 200 000 morts. Ouais, Ouais, il y a eu 200 000 morts à Dresde. Et Hiroshima et Nagasaki. Et ça a arrêté. Flac. Donc, quelque part, ça arrête. Et on va te dire, finalement, tu as évité des effusions plus grandes de sang. Parce que si... non, c'est pas un autre... Non, mais c'est le sujet. C'est le sujet. C'est le sujet. Je veux que les gens armés sont mélangés à des civils, tant pis, je bombarde, ça tue tout le monde. Ça, c'est une chose. Mais de dire les civils, finalement, c'est pas des civils, parce que non, mais ce concept de... ils vont retourner leur veste, là, c'est autre chose. Là, ça veut dire que même les gens qui ne représentent pas de danger immédiat, qui sont pas dans... Voilà, c'est des dangers immédiats, c'est des dangers potentiels. Ça, c'est ce que les Chachamim disent ici. Ce que vous dites, Après, le truc aussi, regardez, regardez, moi je ne suis pas un décisionnaire, Comme Rav Yitzhak Zilberstein, il dit, Rav Yitzhak Zilberstein, il s'est exprimé, je ne sais pas, il y a 2 mois sur le sujet. Pour statuer là-dessus, il faut le tribunal de 71 juges. Parce qu'on touche des problèmes qui s'appellent les dîners nefashot. Donc, ce n'est pas ni moi, ni toi qui sont à même de trancher ces sujets qui sont des sujets suprêmes. Voilà. Mais on est dans un Beth Midrash, on échange. Je ne dis pas que j'ai raison, hein, mais c'est un sujet. Comme on parle des sujets de Mouxé, on parle des sujets de Bassari Khalavi. Est-ce qu'on peut prendre les pastilles Ricola, c'est cachère, pas cachère, je ne sais pas. Mais on peut parler de ça aussi. D'accord. Maintenant, c'est des sujets qui sont gravissimes, qui ne sont pas drôles du tout, qui sont pires que tout ce qu'on peut dire. Mais prenons la Seconde Guerre mondiale, ça s'est arrêté par les bombardements intolérables avec des bombes au phosphore, etc., à Dresde. Entre parenthèses, que un de ceux qui a inventé le mouvement woke, on en pense ce qu'on veut, oui, c'est un juif qui s'appelle Howard Zinn. J'ai lu ça par hasard, parce que, bon, je lis tout et n'importe quoi, comme d'habitude. Et j'ai pris un livre à la bibliothèque, qui parle de chez moi, qui parle il y a quelques mois, et j'ai découvert cet auteur qui s'appelle Howard Zinn. Howard. Ce monsieur, qui est un juif de Brooklyn, il était dans l'armée américaine et il était dans les B-52 qui larguaient les bombes en Allemagne. Voilà. Il raconte son histoire. Et il larguait, c'était un jeune, je sais pas, il avait 20 ans, et il larguait des bombes. Il était convaincu, God with us, ouais. In God we trust. Il était bien convaincu du bien fondé de ce qu'il a fait. Et il larguait des bombes dans son B-52, etc. Les années passent, et après, ça lui a pris, il a médité sur ce qu'il a fait, et il s'est remis en question complètement. Et c'est lui qui a commencé à refaire des relectures de l'histoire des États-Unis,
les massacres des Indiens, la traite des Noirs, etc. Et c'est lui qui est à l'origine du mouvement woke. Voilà. Donc, c'est pas des choses simples. C'est très. Et on sait que notre cher Robert Oppenheimer. Oui, Ouais. le film. Non, non. Pas besoin de voir le film pour savoir, pour voir que Robert Oppenheimer, il s'est suicidé. Mais Oppenheimer de la bombe atomique. la bombe atomique s'est suicidée. Mais comment vous disiez par rapport à ça? Enfin, mon souvenir, moi, j'ai pas Wikipédia intégré. Mon souvenir, c'est que Robert Oppenheimer s'est suicidé. Mais bon, c'est peut-être faux. Non, dans le film, il montre bien qu'il est complètement tourmenté par ce truc D'accord. de sa vie, quoi. D'accord. D'accord. Mais d'un point de vue stratégique, le Japon avait les capacités de continuer à faire la guerre pendant des années et à faire de la tannée pendant des années. Ça arrêtait. Et ça, d'un côté, peut-être que ça a évité, tu as eu 2 fois 100 000 morts, plus les effets collatéraux pendant des années, tous les malades, les handicapés à la suite de la bombe atomique. Mais d'un autre côté, ça arrêtait la guerre. Et ça, et éviter des bains de sang peut-être plus graves. Donc, si vous voulez, moi, je suis pas je discute avec vous, j'échange avec vous en termes d'halakha. Mais ça, il faut même le plus grand rave ne peut pas décider tout seul. Il faut un Sanhédrin pour ça. Mais il y a quand même une chose, c'est que il y a aussi dans texte, le texte qui dit que tu dois effacer Amalek. C'est-à-dire que tu ne dois pas laisser prospérer celui qui te veut du mal. Oui. Et qui a dans sa culture de te faire du mal. Voilà. Or, à partir du moment où il y a depuis des années, finalement, la politique israélienne alimente, au lieu de harceler le Hamas depuis 20 ans, plus, c'était pas du harcèlement, c'était de l'apport. Ouais, ça c'est incompréhensible. Alors voilà. Tu as raison. Moi, j'aurais plutôt cherché sur le principe de dire tu dois harceler celui qui va être tes ennemis. Ça, c'est juste. Et peut-être renforcer ceux qui pourraient être tes amis, mais tu as fait le contraire de ce qu'il faut faire. Ça, c'est juste. Oui, mais ils ont. Ben, écoute, regarde. Tu prends le Liban et il y a le Hezbollah. Tu sais que le Hezbollah est une menace. Il faut le harceler tout le temps, sans arrêt, tous les jours. Pas maintenant, depuis 10 ans. Donc, ce que je veux dire, c'est que le texte nous dit tu dois éradiquer celui qui sera ta menace. Ça veut dire qu'il faut l'éradiquer. Tu ne peux pas dire je fais un compromis avec lui pendant certaines années et après je rentre dans une guerre et là, pour le coup. Et tout d'un coup, les mecs qui se réveillent. Je veux dire, non, je reprends ce que dit Rémi. Mais regardez, c'est pas rigolo ce dont on parle. C'est pas rigolo, mais on n'a pas l'occasion. Je ne parle pas d'en parler. Le sujet, là, on n'est pas en train de parler, on est en train d'analyser. C'est pas la même chose. On est en train d'analyser, on n'est pas au café du commerce. On est en train de voir en termes d'Alara comment aborder. Tu cites l'histoire Amalek. Amalek, d'ailleurs, c'est vrai que le Hamas et ses mouvements ressemblent, excusez-moi l'expression, à Amalek. C'est quoi Amalek? Amalek, c'est que, comme on dit, dans le lait du biberon, ils apprennent à haïr Israël, à vouloir tuer les Juifs. C'est ça Amalek. Donc quand tu dis, tu as un gosse d'Amalek, il veut ta peau. Tu le tues parce qu'il veut ta peau. Là, on a vu que, et c'est pas nouveau, que dans les comment dire, les manuels scolaires, ils ont. Attends, les Syriens, c'est notre en disant, vu le nombre de rabbins de l'Israël, c'est que on a dit, c'est la Malek, il faut y aller. Quoi. Et là, maintenant, j'explique que tu me fais Non, regarde, non,
on réfléchit. Je ne dis pas que j'ai raison, mais c'est un argument. Je ne dis pas que j'ai raison. Je ne dis pas que c'est 100% cet argument. Mais il y a un aspect comme ça. Un aspect. Non, mais c'est un aspect. C'est clair, c'est Amalek et voilà. Mais, regarde, par exemple, tu as des juifs qu'on appelle gauchistes, etc., qui veulent faire la paix. Par exemple, il y avait une dame là qui est morte dans le kibbutz, machin, qui faisait beaucoup de choses avec les Arabes, etc., machin, mais ok. Parce que nous, on a un fond. Moi, j'étais élevé. Mon père, c'était un idéaliste humaniste, Papy Zizek, que tu as très bien connu. Mon père, c'était l'humaniste. Comme il disait, j'ai foi en l'homme. Et il te voyait n'importe qui, de n'importe quel peuple. Ouais, tu es mon frère. Même à la limite que j'ai épousé une femme juive, il n'était pas content. Si j'avais épousé. Non, si j'avais épousé une chinoise, il dit ah voilà, mon fils. Voilà, ça, je vois que l'éducation, je vois vraiment le fruit positif de mon éducation. Mais vraiment, sans blague, sans blague. Et il y en a beaucoup comme ça. Et même nous, qui sommes, disons, lui, il était d'extrême gauche, maintenant je suis devenu d'extrême droite. Mais d'accord, mais disons, nous, on est quand même comme ça. On est comme ça. Je ne reçois pas des SDS à midi à ma table. Non, on est à côté comme ça. Nos parents nous ont élevés comme ça. Ça fait partie de nous. Ça fait partie de nous qu'on a confiance dans les autres. On n'a pas. Quand il y en a qui disent, on leur montre le film là de ce qui s'est passé le 7 octobre, ils disent oui, c'est la propagande israélienne, c'était monté de toutes pièces. Mais on te dit, mais d'où il vient ce mec-là? Je veux dire, on a été élevé on- même si parfois on est pervers comme tout le monde, mais dans le fond, on a confiance, quoi, confiance dans les autres, confiance dans la droiture, dans l'honnêteté. Je sais pas, moi, si j'étais allé dans un bus sans mettre le ticket, je recevais une torgnole. Et vous avez été éduqué comme ça. Donc, à être droit, être machin, c'est l'éducation qu'on reçoit. Là, il y a des risques d'attentats. Je disais ça tout à l'heure. Là, ce week-end, il y a des risques d'attentats dans toute l'Europe. Ok. Mon épouse, elle a dit, euh, mais si je ne m'abuse, c'est pas des juifs qui risquent de faire des attentats. Non, c'est pas dans notre culture, quoi, tu vois. Ah, entre nous. C'est pas dans notre culture. Voilà. Et c'est un fait que l'État d'Israël, même si maintenant tu as Itamar Ben-Gvir et des gens comme ça qui se réveillent, mais dans le fond, ils font confiance aux Arabes. Dans le fond. C'est un fond, c'est un fond. Il y a un fond, il y a un fond. Et Rémi dit, là on s'est réveillé, mais tu pouvais te réveiller avant. C'est-à-dire que justement, le passage de Amalek, on le lit tous les ans. On a l'obligation de lire peut-être ça. C'est-à-dire que c'est central. Ouais, et c'est pas théorique. Voilà, si c'est central, c'est pas tous les ans. Donc, si c'est tous les ans, c'est central. Si c'est central, ça veut dire que ta règle de comportement, ça doit être de harceler ceux qui veulent ta peau. Identifie. Alors, moi, je n'ai pas dit les Arabes en général. Oui. J'ai dit ceux que tu identifies. Ceux qui veulent ta peau. Ceux qui veulent ta peau. Et ça doit être ta ligne directrice. C'est ce qui est dit. Est-ce qu'à l'article 3, on peut désigner Amalek quelqu'un qui n'est pas descendant d'Amalek? On a lu ça, mais il a mélangé les peuples. Voilà, parce que autant on peut reprocher à Shaul. Moi, je ne rentre pas comme ça. On parle de la fin. Oui, mais le texte, tous les ans, te dit tu dois éradiquer quelque chose. Quelque chose qui a vocation à faire ce qui t'a déjà fait. Regardez, c'est pas que Amalek. Regardez le pasouk. Regardez dans Parashat, une seconde, Parashat Saror et Tamidianim. Il y a 7 peuples aussi. Parashat, regardez Parashat Matot. Parashat Matot dans Bamidbar. Vous mangez de ce qu'ils nous ont dit.
Ouais, une seconde. Pas content pour vous. Ah oui, là, les mecs, ils vont pas le choix pour. Pour un sushi, parce que là, j'ai des C'est parce que. Ah oui, tout doit disparaître là. Tout doit disparaître. La cave, hein. On peut avoir pas. C'est bon, ça. C'est bien. C'est Amalek, les rabbinim d'Israël vont le dire, mais voilà. On va dire que c'est Amalek. Et Dans Parashat Matot, dans Bamidbar. Alors, une petite seconde. Où est-ce que c'est ce passage? Saror est à. c'est la vengeance. Saror est à Midianim. Vous pouvez sur Google chercher le passage Saror est à Midianim. Je ne le trouve pas. Kitsorerim em lachem, le passage qui dit. Saror est à Midianim, Kitsorerim em lachem. Tu peux me passer? Tu as l'hébreu? Où c'est? 417. Ah, j'y suis. Et comme Nikmat Beneïs, tout en haut. Non, mais Tsaror est à Minyanim. Non, Tsaror est à Minyanim, je cherche. Peut-être, non, c'est dans Parashat, une seconde, Balak, Pinchas, je crois que c'est dans Parashat Pinchas. Voilà, regardez, page 404. Voilà, page 404. C'est dans page 404, Parashat Pinchas, chapitre Kaf et Pasuk Tetzaïn. Vaidaber Hashem el Moshe lemor, Tsaror et à Midianim, Vikitem Otam, Kitsorerim em lachem, Benichleem Asher Niklu lachem, Advar Peor, etc. Alors, on n'a pas lu tout de suite. Voilà. Alors, regardez. Nous avons un principe. On a un principe. Abba leorgecha, Ashkem leor. Celui qui veut te tuer, lève-toi plutôt que lui pour le tuer. Il y a plusieurs sources dans les psouks. Une source, c'est pas même Marteret. Le vol par effraction. Voilà, vol par effraction. Maintenant, le Midrash Tanchuma donne une deuxième source, c'est Midrash Tanchuma dans Parashat Pinchas sur ce verset. Regardez, oppresse, persécute les Midianim, frappe-les, Kitsorerim em lachem, car ils te persécutent. Alors, le Midrash dit, c'est pas écrit car ils t'ont persécuté, mais qu'ils te persécutent maintenant. C'est une menace. C'est une menace. Et c'est une menace constante. Les Midianim, ils veulent ta peau. Mais il te faut rien pour le moment. Pas de source. Il te faut rien pour le. Il te faut rien. Mes limitations. Réussi. J'ai peur aussi le pilote de l'As. Déjà un cadet. On peut continuer? Oui. D'accord. Alors. Bon, dites-moi. Excusez-moi. Oui. Non, c'est vrai que ça a à voir avec l'actualité, mais j'essaie avec vous d'étudier ça comme si c'est n'importe quel sujet. Hein? Et je ne tranche pas, j'essaie de voir quelques éléments importants. Le Midrash dit, parce que quand ils ont envoyé les filles de Midian, ils l'ont fait. Donc maintenant, c'est comme Hachem va dire dans Parashat maintenant, comme Nikmat Bene Israël, venge-toi. Mais le pasouk ici, il ne dit pas en titre de vengeance, il dit Tsaror et Amidanim, car il te persécute, car il te persécute. Ah, mais à ce moment-là, il ne te persécute pas.
Mais étant donné que leur volonté, c'est de te persécuter, alors ça s'appelle qu'ils te persécutent. C'est Abba leur gage Kemlog. Donc là, vous voyez qu'il y a plusieurs aspects que nous, qui sommes petits, et moi je pense même que le plus grand maître n'a même pas le droit de trancher seul un sujet comme ça. Il faut un collège, il faut un groupe de rachamim pour pouvoir être à même de trancher des sujets tellement complexes et qui ont des aspects tellement contradictoires. Il y a un souci, c'est que maintenant la guerre, elle est morte. Si on doit attendre que Saint-Denis. Non, bon, d'accord, ok. Non, Il y a un collège de rabbinés. oui, c'est sûr qu'ils sont en contact. C'est sûr qu'ils sont en contact avec des rabbinim. Maintenant, il faut dire que des rabbinim ne sont pas des stratèges. C'est-à-dire que de la même manière que si quelqu'un, par exemple, a une maladie, il faut savoir, on va poser la question, est-ce qu'on peut être mechalel Shabbat? Est-ce qu'on peut manger quelque chose de pas cachère? On va demander, est-ce que c'est à même, il y a un risque dans cette opération, par exemple, il y a 60% de réussite, mais 40% que la personne risque de mourir sur le billard. Est-ce qu'on fait cette opération? Ça, on va demander un Talmud Chacham. On va demander un Talmud Chacham. Mais le Talmud Chacham va en discuter avec le chirurgien, parce qu'il n'est pas chirurgien. De la même manière, même si les rabbinim analysent le sujet, il y a des stratèges, des gens, c'est leur métier de savoir aborder une guerre, pas savoir comment aborder une guerre. Donc là, il faut un dialogue fourni entre les rabbinim et les stratèges. Je vous donne, et peut-être notre séance, on va l'arrêter là-dessus. Il y a au mois de juin, j'étais au mariage de ma petite fille, la fille aînée de mon fils Simcha, et il y a un beau-frère de mon fils qui s'appelle Azriel, son nom de famille va me revenir, de Simcha, beau-frère de Simcha. C'est Radaï, là. Non, mais c'est Kuznits. Azriel Kuznits, marié avec deux filles Bagad. Ok. Ah, Bagad, oui. Et alors, bon, j'étais au mariage, j'étais assis à côté de lui. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Non, il est rave du Mossad. Ah, j'ai dit, mais alors, tu fais rien. Il est rave du Mossad, entre autres. Il fait mettre des filets. Attends, une seconde. Alors j'ai dit, attends, mais ça, c'est une planque. Dis-moi, c'est quoi ton truc? Alors, il me dit plusieurs choses. D'abord, tous les bureaux du Mossad, la cantine est cachère, et c'est lui qui la supervise. Ça, c'est un. Et deuxièmement, la majorité des agents du Mossad sont Shomrei Mitzvot et Shomrei Shabbat. Il me dit la majorité. Ouais, genre James Bond qui dit, Attends, excusez-moi, Raph, j'ai fait tomber la cuillère de lait dans la marmite de viande, qu'est-ce qu'il faut faire là? Non, la question, est-ce qu'il peut aller coucher avec cette zona machin pour savoir, voilà. Avec un chinouille. Attends, une seconde. Excusez-moi. Alors, attends une seconde. Je lui ai dit, mais alors, qu'est-ce que c'est quoi? Il m'a dit, sache. Il m'a dit, sache qu'il y a des chélotes qui se posent tout le temps. Et lui, il est l'intermédiaire et pose des questions à un très grand Talmid Chacham qui s'appelle Rav Yehuda Silman, dont on a un livre dans cette bibliothèque. C'est un très, très grand Rav et c'est lui, il connaît tous les secrets du Mossad, Rav Silman. Et il m'a dit, la majorité des agents du Mossad sont Shomrei Mitzvot. Ça ne veut pas dire qu'ils sont Haredim, mais ils sont Shomrei Shabbat. Et pas seulement ça. Je lui ai dit, moi, Benny Gantz, je t'en fous complètement. Il m'a dit, détrompe-toi. Détrompe-toi. Il pose des questions. Des questions nationales, il pose à des grands rabbins. Détrompe-toi. Ça, non, jamais joué. Non, je sais de première main. De première main. Ah, mais j'étais complètement par terre quand il m'a dit ça.
Ok, on s'arrête là-dessus. Suite au prochain numéro. Symbole de la FKO, quoi. J'aurais dit, a priori. Comment? Merci beaucoup. Ça Mais fait très- peut-être que Benjamin Fréouin est un agent du Mossad, là. Ah, hein? Merci beaucoup pour le show. Salut, Ça salut. fait plaisir.